The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Nous sommes le 2 décembre 2010 à Zurich, en Suisse. Ce jour-là, c'est le Qatar, petit pays du Moyen-Orient, qui remporte donc l'organisation de la Coupe du Monde de football 2022 par 14 voix sur 22. Pourtant, face à lui, on retrouvait de nombreux candidats, la Corée du Sud, le Japon, l'Australie et même les États-Unis. Mais alors, comment le Qatar, qui avait pourtant le pire dossier de candidature selon la FIFA elle-même, a réussi à décrocher l'organisation d'un des événements les plus attendus au monde? Alors spoiler, aujourd'hui on va évidemment se plonger dans des histoires d'argent, d'influence et d'accords secrets. Et vous allez le voir, les Français ont joué un rôle déterminant. Et au passage, on n'évoquera pas dans cette vidéo la question des problèmes environnementaux, la question des ouvriers morts sur les chantiers des stades, ou même la question des droits humains pas respectés dans le pays selon de très nombreuses ONG. Non pas que ce soit pas important, au contraire, c'est des sujets essentiels dont on parle déjà beaucoup sur la chaîne. Mais aujourd'hui, on va donc se concentrer sur cette question: comment le Qatar a obtenu l'organisation de cette Coupe du Monde. Et avant de commencer, je tiens à remercier NordVPN qui a accepté de nous soutenir en étant partenaire de cette nouvelle vidéo. J'avais déjà pu vous parler de NordPass, leur gestionnaire de mots de passe, ou encore de NordLocker, leur coffre-fort sécurisé en ligne. Mais ce n'est pas tout. En fait, NordVPN, et c'est peut-être la fonctionnalité la plus connue, vous permet aussi de changer d'emplacement virtuel un peu partout dans le monde. Et ça peut être utile pour deux choses. Déjà parce que ça vous permet de délocaliser votre connexion parmi 59 pays disponibles. C'est utile par exemple pour avoir accès à des contenus géobloqués en France, mais je m'en sers aussi beaucoup personnellement quand je pars en tournage à l'étranger pour avoir accès à des sites qui sont bloqués dans certains pays où je me suis rendu ces dernières semaines. Vous aurez l'occasion d'ailleurs de voir ces vidéos très bientôt. Et NordVPN permet aussi de chiffrer votre connexion internet et vos activités en ligne en un clic pour limiter toute forme de surveillance. Et l'avantage, c'est que vous bénéficiez d'une protection anti-menace pour lutter contre les virus ou encore des logiciels malveillants. Bref, un grand merci encore à NordVPN d'avoir accepté de nous soutenir aujourd'hui. N'hésitez pas à checker le lien qui s'affiche à l'écran et qui est aussi en description pour protéger jusqu'à 6 appareils en simultané. Il vous permet aussi de bénéficier de 4 mois gratuits sur tout abonnement de 2 ans, en plus d'une remise exclusive. Et par ailleurs, c'est satisfait ou remboursé durant les 30 premiers jours. Bref, je crois que j'ai tout dit et je vous laisse donc désormais avec la vidéo. Alors avant de se plonger dans les coulisses de ces réunions secrètes et des différents échanges, commençons par le commencement avec une très rapide présentation du Qatar. Le Qatar, c'est donc ce petit pays de 2 millions d'habitants situé dans la péninsule arabique au Moyen-Orient, donc entre les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Bahreïn. Pendant longtemps, c'était un État sous protectorat britannique, devenu ensuite indépendant en 1971. Aujourd'hui, c'est un émirat, donc un territoire musulman dirigé par un émir. Ses dirigeants, ce sont les membres de la famille Al Thani qui règnent sur le pays depuis 150 ans. Alors certes, le Qatar est très petit en superficie, mais il est connu pour être l'un des plus grands exportateurs de pétrole, mais surtout de gaz au monde. Et depuis quelques années, le Qatar veut s'impliquer dans les événements culturels et sportifs mondiaux avec un objectif très clair: rayonner et exercer une influence par ses moyens culturels. C'est ce que l'on appelle un exercice assez évident de soft power. Les États-Unis sont aujourd'hui évidemment assez leaders en la matière, mais tous les pays du monde l'utilisent. Dans ce soft power, on reviendra là-dessus juste après, mais on peut citer par exemple le rachat du Paris Saint-Germain en 2011, le développement de la chaîne de télévision beIN Sport, mais aussi donc l'organisation de pas mal d'événements sportifs, notamment donc l'organisation de la Coupe du Monde de football. Alors je vous le disais, selon des personnes travaillant au sein de la FIFA elle-même, la FIFA qui est donc l'instance qui gère le football dans le monde, eh bien le Qatar était le pire pays des 5 sélectionnés pour organiser une Coupe du Monde. Et l'homme de la FIFA qui affirme que le Qatar est très mal placé pour organiser une telle Coupe du Monde, c'est lui, Harold Mayne-Nichols. C'est un journaliste chilien qui était président en fait du groupe d'évaluation des mondiaux de 2018 et 2022. Pour faire simple, il a notamment rédigé pour la FIFA un rapport sur chaque pays candidat qui résumait en fait si ce pays était apte ou non à accueillir une Coupe du Monde. Et parmi les critères pris en compte, on
retrouve notamment la question des infrastructures, la question des capacités sportives ou encore la question de l'accueil des supporters. Alors, organiser une Coupe du Monde de football aux États-Unis, selon ce rapport, eh bien le risque était très faible. Pour l'Australie, même chose, risque très faible. Pour la Corée du Sud ou encore le Japon, toujours la même chose, le risque était très faible. Mais le Qatar, de son côté, était classé pays à haut risque. Alors, il y a plein de raisons à cela. D'abord, le Qatar n'a pas vraiment de culture du football aujourd'hui, ni même d'ailleurs une équipe nationale qui rayonne mondialement. D'ailleurs, pour la petite histoire, un problème similaire était apparu lors de l'organisation de la Coupe du Monde de handball en 2015. C'est donc une Coupe du Monde qui avait été organisée et qui était tenue par le Qatar. Or, le pays n'avait pas assez de joueurs pour composer une solide équipe de handball. Le pays avait donc décidé en amont de cette Coupe du Monde de naturaliser des handballeurs étrangers pour qu'ils obtiennent la nationalité qatari et qu'ils jouent donc pour l'équipe nationale du Qatar en tant que qatari. Et d'ailleurs, même dans les tribunes, selon le journal Le Monde, une soixantaine de supporters espagnols avaient été payés pour soutenir l'équipe qatari et faire du bruit dans les tribunes. Alors ensuite, au-delà de l'aspect sportif, il y a évidemment les conditions climatiques. L'été au Qatar, il fait très chaud, en moyenne 36 degrés Celsius dans le pays. Juillet étant le mois le plus chaud de l'année dans le pays. Le problème, c'est qu'en général, la Coupe du Monde, justement, elle est organisée lors de l'été. Or, vous l'imaginez, c'est assez insupportable et pour les supporters et pour les joueurs de faire une telle compétition avec une chaleur aussi importante. Ça a d'ailleurs poussé la FIFA à organiser la Coupe du Monde au Qatar en hiver exceptionnellement, en novembre et décembre donc, pour avoir des températures un peu plus acceptables. C'est ce qui fait que la Coupe du Monde là débute fin novembre. Enfin, je le disais, il y avait aussi un problème en matière d'infrastructure avec un manque de stades, beaucoup de stades à construire en finalement peu de temps pour pouvoir tenir tous ces matchs. C'est ce qui fait donc que ce rapport était assez critique vis-à-vis d'une organisation par le Qatar de la Coupe du Monde. Or, vous l'aurez compris, malgré toutes ces réserves-là, 14 personnes sur 22 ont voté pour que le Qatar organise la Coupe du Monde. Et justement, ça me paraît intéressant de faire un petit point sur le système de vote pour l'attribution de la Coupe du Monde. En gros, qui vote pour décider d'où se tient la Coupe du Monde. Alors, il faut savoir que le règlement de la FIFA a pas mal changé ces dernières années, mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour les Coupes du Monde entre 1986 et 2022, Qatar compris donc, c'était les membres du comité exécutif de la FIFA qui votaient. Alors, le comité exécutif, c'est en fait le principal organe de décision de la FIFA, c'est vraiment les leaders de la FIFA pour dire ça comme ça. Et dans ce comité exécutif, en fait, on retrouve des représentants de chaque continent, donc l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Amérique et l'Océanie. En général, c'est des dirigeants du football influents dans leur pays et donc aussi à l'échelle de tout le continent qui sont représentants au sein de ce comité exécutif et qui participent donc au vote d'attribution des Coupes du Monde. Alors jusqu'en 2010, pour qu'un pays l'emporte, il fallait qu'une majorité de ce comité exécutif vote pour tel ou tel pays, soit au moins 12 voix, parce qu'il y avait au total 22 votants. Et c'est d'ailleurs intéressant de noter que c'est impossible de savoir qui a voté quoi. En effet, à la FIFA, le vote est secret, sauf si la personne évidemment décide de rendre son vote public, c'est comme pour une élection présidentielle ou autre. Autrement dit donc, à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas comment se sont répartis les votes qui ont permis au Qatar de l'emporter. Après évidemment, il y a eu beaucoup d'enquêtes et vous l'aurez compris, on a quand même une petite idée sur le profil de quelques personnes, vous allez le voir. Alors pour arriver à ces objectifs de convaincre une majorité de membres du comité de voter pour lui, le Qatar a donc mis en place tout un tas de choses et vous allez le voir, la France est très souvent impliquée. Alors commençons tranquillement. Première arme importante du Qatar, obtenir le soutien de personnalités importantes. Et parmi ces personnalités, on retrouve des Français. Je suis un écologiste convaincu. Je ne peux que soutenir la candidature du Qatar à l'organisation de la Coupe du Monde de football en 2022. La personne que l'on entend juste ici, vous le connaissez peut-être, c'est le photographe Yann Arthus Bertrand, président de la fondation Good Planet qui œuvre pour la protection de l'environnement. C'était un peu la caution écologique pour le Qatar qu'il a contacté en promettant en fait une Coupe du Monde 100% écologique. Alors l'émirat avait notamment promis de compenser le gaz à effet de serre émis par les climatisations des stades en installant des panneaux solaires. À ce moment-là, Yann Arthus Bertrand
Bertrand avait fini par soutenir la candidature du Qatar. Et ce qu'on a appris plus tard, il a eu l'occasion d'ailleurs de l'admettre dans certaines interviews, notamment dans l'émission de Canal+ spéciale Investigation, c'est qu'il avait lu le dossier très rapidement, qu'il ne pensait pas vraiment que le Qatar allait gagner selon lui. Et par ailleurs, il a aussi avoué soutenir le Qatar car il avait reçu une aide financière des Qataris pour son propre film Home qui est sorti en 2009. L'autre soutien qu'on pourrait évoquer, et pas des moindres, c'est l'ancien footballeur français Zinedine Zidane, champion du monde de 98 et véritable star évidemment du football en France et partout dans le monde. Je crois que c'est le moment pour le Moyen-Orient d'accueillir cette Coupe du Monde. Cette vidéo date de 2010 et dedans, Zinedine Zidane explique pourquoi il soutient la candidature du Qatar pour organiser cette Coupe du Monde. Et on a très vite appris que logiquement, il avait été payé pour ce soutien affiché. Alors à l'époque, la presse du monde entier avançait des sommes astronomiques. Certains parlaient d'1 million d'euros, 2 millions, 11 millions d'euros aussi. C'est un chiffre qui avait circulé à l'époque. Alors en 2019, Zinedine Zidane a pris la parole sur le sujet. Il affirme avoir touché en fait 3 millions d'euros. 3 millions d'euros versés directement à sa fondation, la fondation Zinedine Zidane, qu'il avait créée en Algérie avec son père. Et d'ailleurs, Zinedine Zidane n'est pas le seul sportif à avoir publiquement soutenu la candidature du Qatar. On peut citer par exemple l'ex-footballeur et actuel entraîneur de Manchester City, l'Espagnol Pep Guardiola. Ça c'est donc pour les soutiens officiels de personnalités au Qatar, mais ce n'est pas tout. Le Qatar aurait mis en place des versements d'argent à certains membres de ce comité exécutif de la FIFA. En effet, quelques années après l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, des accusations de corruption ont commencé à voir le jour. En effet, en 2014, le Sunday Times, un journal britannique, a affirmé que le Qatar avait acheté l'organisation de la Coupe du Monde. À ce moment-là, un homme est particulièrement visé par l'enquête. C'est l'homme d'affaires qatari Mohamed bin Hammam. Il était à l'époque vice-président de la FIFA et président de la Confédération asiatique de football. Donc en gros, il représentait l'Asie au sein de la FIFA. Le Qatari aurait versé des sommes d'argent à un certain nombre de dirigeants du football dans le monde, notamment des représentants africains qui ont voté lors de l'attribution du mondial. Et selon des documents consultés par le Sunday Times, certains de ces dirigeants du football en Afrique ont même personnellement demandé de l'argent à Mohamed bin Hammam via des emails. En gros, pour dire les choses, en influençant les fédérations africaines, l'homme d'affaires qatari aurait finalement acheté le soutien de tout le continent africain pour le Qatar, le continent africain qui détenait 3 voix sur les 22 de ce comité exécutif. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, suite à cette affaire, je vous passe tous les détails des procès ou autres, mais Mohamed bin Hammam a été banni à vie de la FIFA. Mais cette influence ne s'arrête pas à l'Afrique, et là on arrive à un moment clé de cette attribution contestée, la 3e stratégie mise en place par le Qatar, et peut-être la plus importante, des accords secrets qui auraient été passés, notamment avec la France. Et là, on va se concentrer précisément sur un déjeuner qui s'est tenu à l'Élysée, à Paris donc, le 23 novembre 2010, 9 jours donc avant le vote à Zurich. Alors ce déjeuner, qui était censé rester secret, a été révélé en 2013 dans une enquête du magazine France Football. Alors qui était présent à ce fameux déjeuner? Il y avait d'abord Nicolas Sarkozy, qui était donc président de la République à l'époque lors du déjeuner. Il y avait aussi l'ancien footballeur français Michel Platini, qui était à l'époque le président de l'UEFA, donc l'instance de football qui gère le football européen. Mais Michel Platini était aussi membre du comité exécutif de la FIFA. Michel Platini allait donc être amené à voter et se prononcer sur une potentielle candidature du Qatar. Et justement, selon un certain nombre de médias, contre pas mal de choses qui ont été négociées lors de ce déjeuner, Michel Platini est allé apporter son vote et son soutien au Qatar. Il y avait donc Nicolas Sarkozy, il y avait aussi Michel Platini, et enfin il y avait 2 dirigeants qataris selon les enquêtes de plusieurs médias. Il y avait d'abord l'actuel émir du Qatar, qui était à l'époque le prince héritier Tamim bin Hamad Al Thani, ainsi que le vice-premier ministre de l'époque, qui était considéré comme le cerveau de la candidature du Qatar pour la Coupe du Monde. Alors, selon France Football, mais aussi d'autres médias qui ont mené l'enquête plus tard, et notamment d'ailleurs les journalistes de Radio France et de Complément d'enquête, le but de Nicolas Sarkozy avec ce déjeuner aurait été de convaincre Michel Platini de voter
pour le Qatar, puisque Michel Platini avait une grande influence au sein de la FIFA. Et souvent interrogé sur ce sujet, Michel Platini assure qu'avant ce fameux déjeuner, il comptait déjà voter pour le Qatar. Il a d'ailleurs assuré par la suite avoir voté pour l'Émirat, car il voulait offrir au Moyen-Orient sa première Coupe du Monde. Sauf que plusieurs éléments viennent ternir ou nuancer cette version officielle présentée par Michel Platini et laissent penser donc que c'est Nicolas Sarkozy qui a convaincu et poussé Michel Platini à soutenir et à voter pour le Qatar. Alors le premier élément, c'est cette note de l'Élysée adressée à Nicolas Sarkozy la veille du déjeuner, un document qui a été consulté par les journalistes de l'émission de France 2 Complément d'enquête et par la cellule d'investigation de Radio France. Dans ce document adressé à Nicolas Sarkozy, on lit ceci: le rendez-vous du 23 novembre se fera en 2 séquences, avec la première de 12h30 à 13h entre Michel Platini et le président. Michel Platini devrait être réservé sur cette candidature lors de la première séquence du rendez-vous. Naturellement, devant vos hôtes, sa position doit être plus favorable. Pour comprendre donc, face à Nicolas Sarkozy, il y avait des chances que Michel Platini soit d'abord réservé à l'idée de voter comme ça pour le Qatar. Et selon les journalistes qui ont enquêté sur le sujet, l'objectif de Nicolas Sarkozy aurait été de convaincre Michel Platini d'adopter une position plus favorable au Qatar, et on verra juste après pourquoi. D'ailleurs, l'ancien directeur de la communication de Michel Platini, William Gaillard, qui a été interrogé par la police sur ce sujet, a affirmé que pendant longtemps, Michel Platini n'avait jamais évoqué un vote pour le Qatar et qu'il avait au contraire dit aux Américains qu'il allait voter pour eux. Il est même allé plus loin en disant que Michel Platini avait une sorte de mépris pendant longtemps pour la candidature du Qatar, qu'il trouvait, je cite, loufoque. Vous l'avez compris, donc, suite à ce déjeuner, sa position aurait évolué. Mais alors, qu'en est-il vraiment et que s'est-il passé lors de ce fameux déjeuner? L'ancien président de la FIFA, le Suisse Sepp Blatter, a affirmé dans un entretien au journal Le Monde datant de novembre 2021 que ce déjeuner avec Nicolas Sarkozy, c'était, je cite, la première fois qu'une intervention politique avait changé une grande décision du football. Il affirme même que Michel Platini l'a appelé juste après ce déjeuner en lui disant que Nicolas Sarkozy lui avait recommandé de voter pour le Qatar, une version que Michel Platini, vous l'aurez compris, a toujours nié. Ce qui interroge par ailleurs, c'est que dans les mois et même les années qui ont suivi cette attribution de la Coupe du Monde au Qatar, de nombreux accords commerciaux ont été actés entre la France et le Qatar. Je l'ai évoqué brièvement à l'instant, mais le 30 juin 2011, le Qatar, par exemple, a racheté pour 70 millions d'euros le club de football très endetté à l'époque du Paris Saint-Germain, un prix jugé à ce moment-là très avantageux au vu de la situation générale du club. Or, à l'époque, le PSG appartenait au fonds d'investissement Colony Capital, un fonds d'investissement qui était dirigé à l'époque par un certain Sébastien Bazin, qui était ami avec Nicolas Sarkozy. Alors, selon Complément d'enquête et France 2, la question est donc de savoir si Nicolas Sarkozy a passé un deal pour obtenir l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, afin que, en contrepartie, le Qatar rachète le club à un prix très avantageux. D'ailleurs, toujours selon Complément d'enquête, des messages ont été retrouvés par les enquêteurs sur le téléphone de Sébastien Bazin, des messages en lien avec ce fameux déjeuner du 23 novembre à l'Élysée. Il est donc évoqué un certain deal qui pourrait se faire après le 2 décembre. Le 2 décembre, ça vous dit peut-être quelque chose, puisque c'est précisément la date à laquelle le Qatar a remporté l'attribution de la Coupe du Monde. Par ailleurs, parmi les autres deals importants qu'on peut noter et qui se seraient déroulés lors de ce déjeuner, il y a aussi le lancement en France, le 1er juin 2012, de la chaîne beIN Sport, une chaîne qui était une filiale du média qatari Al Jazeera, présidée par Nasser El Khelaifi, le président actuel du PSG. Alors, selon l'enquête de France Football, relayée notamment par Mediapart, il aurait été convenu lors de ce fameux déjeuner à l'Élysée que les Qataris rachètent le PSG et créent une chaîne de sport en France. Le tout donc en échange d'une promesse que Platini ne donne pas sa voix aux États-Unis comme il l'avait envisagé, mais donne donc sa voix au Qatar. Enfin, la dernière transaction importante qu'on peut citer entre la France et le Qatar, c'est la vente d'avions de chasse Rafale. C'était vraiment la priorité de la France à l'époque. En effet, à l'époque, donc en gros aux alentours de 2010, l'Élysée n'arrivait pas à vendre ces fameux Rafale. Et justement, dans les semaines précédant l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, le Qatar multipliait les déclarations publiques suggérant que les avions de la France pouvaient potentiellement l'intéresser. Alors, toujours selon Complément d'enquête,
cette vente d'avions français Rafale au Qatar était là aussi au menu du déjeuner à l'Elysée entre les Qataris Nicolas Sarkozy et Michel Platini. En gros, ce vote de Michel Platini pourrait avoir débloqué l'achat par le Qatar d'avions français. Alors on ne sait pas exactement ce qu'il s'est dit ni ce qui a été conclu, mais ce qui est sûr donc, c'est que 5 ans plus tard, sous François Hollande, une commande de 24 avions Rafale a finalement été signée entre la France et le Qatar pour un montant très important de 6 milliards d'euros. Bref, pour résumer, vous l'aurez compris, selon les journalistes de France 2, Radio France ou encore Mediapart et France Football qui ont enquêté sur le sujet, ça ne fait pas de doute, un accord important a été passé lors de ce déjeuner, en échange donc du vote de Michel Platini pour le Qatar. Bon, maintenant qu'on sait ça, très rapidement, des enquêtes ont-elles été ouvertes par la justice? Alors ça fait maintenant 12 ans finalement que cette attribution contestée a eu lieu et plusieurs enquêtes pénales ont eu lieu ou sont encore en cours en France, aux États-Unis ou encore en Suisse. Commençons rapidement par la France. Le parquet national financier, qui est en fait une institution judiciaire chargée de traquer la grande délinquance économique et financière, a confié en décembre 2019 à un juge d'instruction des investigations pour corruption active et passive et recel et blanchiment de ces délits. Alors j'en suis conscient, c'est très flou dit comme ça, mais la justice enquête notamment sur ce déjeuner donc du 23 novembre 2010 et selon les enquêteurs, l'hypothèse d'un deal entre la France et le Qatar est tout à fait plausible. En effet, la conclusion d'une note de synthèse de ce même parquet national financier daté du 26 novembre 2019 affirme que ce déjeuner a constitué, je cite, un tournant décisif et a favorisé l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Passons maintenant rapidement aux États-Unis. La justice américaine a finalement conclu en avril 2020, après 3 ans d'enquête, que 3 membres sud-américains du comité exécutif de la FIFA avaient reçu des pots de vin, donc de l'argent, pour voter en faveur du Qatar lors d'une réunion du comité exécutif de la FIFA en 2010. Enfin, autre enquête qu'on peut citer rapidement, en Suisse, la justice enquêtait pour blanchiment d'argent et gestion déloyale. La Suisse s'est intéressée notamment à un virement suspect de 2 millions de francs suisses émis par Sepp Blatter à Michel Platini. Et je ne rentre pas dans les détails là-dessus, mais je vous mets des liens directement en description si vous voulez en savoir plus. Ça, c'est donc pour un petit état des lieux de toutes les enquêtes menées par la justice. Par ailleurs, c'est important de noter que suite aux critiques et suite aux pressions qui ont suivi cette attribution, eh bien, l'ex-patron de la FIFA, Sepp Blatter, avait lui-même commandé une enquête interne à la FIFA en juillet 2012. Il avait donc désigné 7 hommes, l'avocat américain Michael Garcia, qui avait notamment travaillé pour Interpol à l'époque, de s'occuper de cette enquête interne. Or, eh bien, au bout de 2 ans, Michael Garcia avait finalement rédigé un rapport de 430 pages, mais la FIFA avait refusé de le publier, assurant vouloir, je cite, la protection des témoins. Alors un résumé de 42 pages, donc 10 fois plus court, avait finalement été publié en novembre 2014, mais c'est une version qui a été complètement relue et modifiée par rapport au rapport original. Et d'ailleurs, en signe de contestation de toutes ces modifications, eh bien, Michael Garcia avait d'ailleurs démissionné de son poste en décembre 2014. Là où ça devient intéressant, c'est que en juin 2017, le média allemand Bild, qui s'était procuré une copie justement de ce rapport, a publié le rapport dans son intégralité et on y apprenait qu'il y avait de nombreuses pratiques douteuses sans pour autant indiquer de preuves matérielles. Au final, plusieurs anciens hauts responsables de la FIFA ont été arrêtés ou exclus pour diverses fautes graves. Vous l'avez compris, l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar cache encore aujourd'hui pas mal de mystères. Ce qui est sûr par contre, c'est que depuis ce vote du 2 décembre 2010, la FIFA a, en plus d'avoir banni pas mal de personnes, revu ses procédures. Depuis 2018, en effet, la Coupe du Monde ne s'attribue plus sur les seuls votes du comité exécutif, mais en fait aujourd'hui c'est une sorte de suffrage universel avec les 209 fédérations qui sont membres de la FIFA. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, pour nous soutenir et ne pas louper les vidéos suivantes, vous pouvez vous abonner dès maintenant. Il y a plein de belles choses qui arrivent, des reportages, des interviews, des décryptages sur des sujets sérieux comme des sujets géopolitiques, mais aussi sur des sujets plus légers. Vous l'avez vu notamment la semaine dernière avec l'interview de Pierre Ninet qui a fait le même format que ce que j'avais pu faire avec par exemple Bill Gates il y a quelques mois sur cette même chaîne YouTube. Notre travail est aussi disponible sur une autre chaîne YouTube, la chaîne dédiée aux actus du jour, une chaîne YouTube où chaque jour avec mon équipe on vous prépare une plongée quotidienne dans l'actualité et les informations importantes du jour pour rester au courant facilement de l'actualité. Enfin, dans cette vidéo, j'ai cité énormément de médias différents qui ont travaillé et enquêté sur ce sujet-là. Je vous mets donc le lien de toutes ces enquêtes en description. Je vous les recommande vivement pour mieux comprendre plus en détail tout ce sujet-là qui est forcément assez complexe. Merci au passage à toute mon équipe qui a travaillé avec moi sur cette vidéo, notamment Blanc
Blanche, qui est journaliste au sein de l'équipe et qui a travaillé justement sur ce sujet. Prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.